Bonjour Edmond Aubonne, et aujourd'hui on va parler des panoplies, et plutôt de l'innovation technologique dans le traitement vasculaire, hein, des varices des membres inférieurs et des troubles d'insuffisance veineuse chronique qui touchent à peu près 3 millions de personnes en France et plus dans le monde. Ça touche les femmes comme les hommes. On va voir votre avis. On va avoir votre avis sur cette technologie et puis on va parler tous les deux ensemble de façon générale qui effectivement c'est une innovation technologique plutôt qu'une recherche. La panoplie des différentes méthodes qui se met en route chez différents praticiens et chacun a ses méthodes et ses moyens pour traiter ces troubles des membres inférieurs. Je vous remercie de prendre la parole et je vous pose la question, quel est votre avis? Bonjour Edmond Aubonne, et aujourd'hui on va parler des panoplies, et plutôt de l'innovation technologique dans le traitement vasculaire, hein, des varices des membres inférieurs et des troubles d'insuffisance veineuse chronique qui touchent à peu près 3 millions de personnes en France et plus dans le monde. Ça touche les femmes comme les hommes. On va voir votre avis. On va avoir votre avis sur cette technologie et puis on va parler tous les deux ensemble de façon générale qui effectivement c'est une innovation technologique plutôt qu'une recherche. La panoplie des différentes méthodes qui se met en route chez différents praticiens et chacun a ses méthodes et ses moyens pour traiter ces troubles des membres inférieurs. Je vous remercie de prendre la parole. Oui, alors écoutez, je suis d'accord avec ce que vous dites, Monsieur Mouli, mais le problème, c'est que effectivement, je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est un réel problème de santé publique, les jambes lourdes, le, le, Côté esthétique, la- fonctionnel et tout ça. oui, écoutez, on est aujourd'hui sur un problème réellement de santé publique et il faut réellement faire quelque chose. Si vous voulez, l'insuffisance veineuse, ça sert à désigner, c'est un déficit circulatoire veineux des membres inférieurs et on sait très bien que c'est au niveau des parois des veines, elles sont en mauvais état, elles ont une hypotonie et cela entraîne un certain reflux sanguin au niveau anatomique des veines superficielles, mais aussi cet écoulement unidirectionnel du sang vers le cœur, les valvules, si vous voulez, n'assurent plus un réel retour veineux et souvent les gens ont un signe symptomatique, par exemple, comme des jambes lourdes, enflées, édémateuses, etc. Donc aujourd'hui, et ça leur donne des varices et malheureusement des phlébites avec les conséquences que l'on connaît d'embolie pulmonaire. Alors aujourd'hui, vous en tant qu'angiologue, euh, euh, quel est votre, si vous voulez, comment on peut envisager l'avenir au niveau de l'angiologie parce que non seulement c'est un réel problème de santé publique, mais je pense qu'il faut réellement faire comprendre aux gens les dangers si ce système veineux n'est pas traité à temps, car aujourd'hui, comme vous le disiez, et ça je connais très bien, il y a de nombreuses technologies et technologies. Alors effectivement, l'échographie a énormément évolué le diagnostic. Les angiologues font un travail redoutable. La collaboration avec les cardiologues, je trouve qu'elle est importante. Et même, si vous voulez, cette collaboration avec certains chirurgiens vasculaires qui sont d'accord d'avoir un échange médico-chirurgical avec les angiologues. Alors, si vous voulez, moi, ce qui me préoccupe aujourd'hui sur le plan de santé publique, on met souvent de côté les gens qui ont des accidents, par exemple, dans un avion, parce qu'ils vont faire une embolie pulmonaire sur des voyages qui sont très très longs. C'est des gens qui n'ont jamais été diagnostiqués insuffisants veineux.
Et manifestement, dans les compagnies aériennes, il y a un certain nombre de décès. On n'en parle pas toujours de ça. Et pourquoi? Parce que les voyages sont très longs, les sièges sont très serrés et le mouvement est diminué pendant cette période de voyage. Alors comment voyez-vous, si vous voulez, pour moi, la période de prévention, comment on pourrait faire évoluer cette prévention? Et puis comment vous voyez un petit peu la technique chirurgicale que vous faites évoluer pour l'avenir? Je dirais que je prends un petit peu l'attitude d'un journaliste médical, ce qui n'est pas mon cas, je ne suis pas un journaliste, mais je présente, si vous voulez, les choses pour que le public puisse au moins, le grand public puisse au moins comprendre et savoir quelles sont les possibilités pour le traitement de l'insuffisance veineuse de demain. Donc, merci. Edmond, le problème, c'est qu'on a des armes. Avant, on utilisait le traitement des problèmes veineux superficiels des membres inférieurs par une crossectomie stripping et par des sclérothérapies. C'est fait par troubles trophiques ou troubles veineux fonctionnels. Les gens viennent consulter les angiologues et avant on appelait ça pneumologue. Et actuellement, avec, je dis, une révolution de l'imagerie médicale, et vous êtes expert, de l'écho-doppler et de l'échographie, on est arrivé à faire par voie endovasculaire et par voie endovasculaire et de façon ambulatoire, de faire un traitement correctement bien fait sous imagerie médicale. Donc le problème qui posait avant, c'était le problème de récidive de ces varices des membres inférieurs, parfois incompréhensibles, même si c'est bien opéré. Donc le problème, c'était l'insuffisance veineuse chronique. On a trouvé quand même, la majorité des cas, c'est familial. Vous avez bien fait de parler des problèmes de transport aérien où les gens font des embolies pulmonaires et on ne savait pas pourquoi à l'arrivée de l'avion après une distance. Donc on appelle ça le syndrome de la classe économique. Donc l'amélioration des technologies surtout endovasculaires, avec la sclérothérapie qui s'est améliorée dans les produits au niveau médicamenteux aussi pour traiter ces insuffisances veineuses au début, ça pose un problème de troubles trophiques jusqu'à un problème esthétique. Alors, excusez-moi de couper, prendre la parole, mais que pensez-vous aujourd'hui de la place réellement des vénotoniques? Est-ce que les vénotoniques ça a souvent été mis en discussion dans le cadre de l'économie de santé notamment, du médicament, est-ce que vous pensez que le vénotonique aujourd'hui est fiable ou alors est-ce que vraiment c'est, je dirais, quelque chose de... Vraiment, on donne un vénotonique pour dire, voilà, on vous donne un médicament. Quel est votre avis là-dessus? Mon avis là-dessus, c'est que ça apporte beaucoup un bénéfice. Un bénéfice parce qu'il y a des gens, par exemple en été, qui ont des troubles fonctionnels, ils ont les jambes lourdes, ils travaillent toute la journée debout, assis, de façon... et ça ramène un bénéfice, et qu'on ne comprend pas, ça ramène un bénéfice réel pour le patient. Donc ça a été dit à droite et à gauche que ça n'a pas d'effet. Je m'excuse, il y a des effets considérables au niveau moléculaire et au niveau de l'amélioration de l'insuffisance veineuse et du trouble fonctionnel de l'insuffisance veineuse. Voilà, et je vous remercie d'ailleurs, Dr Bouli, de m'avoir associé à l'étude que vous allez mener avec plusieurs laboratoires dans le cadre de votre association sur les vénotoniques. Et justement, il serait important, par une table ronde rapidement, que vous puissiez justement réunir ces laboratoires pour qu'on puisse discuter avec justement ce que l'on peut percevoir sur l'image échographique aujourd'hui avec une personne qui aurait pris des vénotoniques. Mais vous savez très bien qu'on dit aussi que la douche froide sur les jambes est importante pour créer une vasoconstriction et la douche chaude, vasodilatation, et que on donne ça aux grands sportifs après un grand match pour la récupération. Donc là, si vous voulez, j'aimerais bien qu'on puisse avancer. On est d'accord que le médicament joue un rôle important, qu'il a sa place, que les laboratoires ont une place très importante,
qu'il faut arrêter de toujours mettre les laboratoires en difficulté face justement à un problème toujours économique. Il faut souvent évaluer justement le coût-efficacité. Et d'après ce que vous venez de dire, le coût-efficacité est justifié dans le cadre d'hyménotonique. Alors, au niveau du traitement du laser, vous utilisez le laser. Pourquoi vous utilisez le laser? Donc on utilise le laser parce on s'est aperçu, c'est à cause des récidives post-opératoires inexplicables avec la prostatectomie stérique qui a fait ça en temps. Et l'évolution de la médecine évolue et puis il y a l'imagerie médicale qui est intervenue et puis on s'est aperçu que l'insuffisance veineuse est plutôt dans le cadre de l'insuffisance veineuse du transhyperficiel, c'est au niveau du membre des jambes et c'est pas au niveau de la crosse. Et une prostatectomie maintenant, moi je pense que c'est inutile dans 98% des cas. C'est inutile pourquoi? Quelle est l'avis aujourd'hui des Tamboulis? Quelle est l'avis de vos confrères angiologues et chirurgiens vasculaires? Ne soyons pas tabous dans les discussions. On sait très bien qu'aujourd'hui, prenons l'exemple des stents qui sont utilisés en périphérie et qui sont mis par les chirurgiens vasculaires, par les cardiologues, par certains radiologues. Donc aujourd'hui, on se rend compte que le milieu pluridisciplinaire est amené à faire un même geste. Alors aujourd'hui, comment perçoivent, si vous voulez, vos confrères, notamment chirurgiens vasculaires? Ben, ils sont de toute façon, là, comme la technologie avance, l'imagerie avance, ils savent très bien que la technique va sortir des cliniques et des hôpitaux, qui va se faire même dans les cabinets médicaux sous anesthésie locale stricte, en ambulatoire, avec un confort inimaginable, et surtout le taux de récidive. Il n'y a pas de récidive. Alors, je suis d'accord avec vous, de Tamboulis, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut rassurer l'autorité sanitaire sur le fait que ces examens-là, est-ce qu'il y a des conditions prérequises pour vraiment les effectuer en toute sécurité? Est-ce que la sécurité, elle est vraiment à 100%? Comment vous voyez ça pour vous parler de cabinet? Donc, ça serait une avancée non seulement technologique, mais aussi économique. Et vous savez très bien que notre système de santé est lié aussi à un système économique, à notre système de fonctionnement, qui aujourd'hui est préjudicié et souvent mis en avant par tout gouvernement, droite, gauche, centre, etc. Et justement, si on peut faire de l'économie de santé et de la prévention, justement, comment vous situez le cabinet de demain? Comment doit-il être équipé? Quels sont les dispositifs médicaux que on doit avoir à la portée de main? Donc c'est le bénéfice aux patients qu'on rapporte. Chaque personne, c'est dépendant, c'est-à-dire si on domine bien cette technique-là de crossectomie stripping, il n'y a pas de contre-indication de faire une crossectomie stripping dans un hôpital, dans une clinique. Maintenant, l'amélioration et l'apport des traitements endovasculaires des membres inférieurs, des varices des membres inférieurs, a apporté quelque chose de nouveau. Bien sûr, il faut, comment dirais-je, il faut s'assurer de bien faire la technique. La technique, c'est une technique chirurgicale ou pas chirurgicale, mais disons la technique, elle existe, et il y a certaines conditions de la faire, il y a un apprentissage à la faire pour la faire bien, pour le bien du patient. Alors comment se déroule cette intervention? Ça se déroule sous anesthésie locale. D'accord. Et vous utilisez, donc c'est invasif, mais mini. Quels sont les risques? Est-ce qu'il y a un risque? Tout est jetable. Il n'y a pas de risque, aucun risque, puisque c'est si vous utilisez une technique, vous savez qu'est-ce que vous faites avec l'imagerie médicale comme vous avez parlé. C'est-à-dire vous arriverez à éradiquer complètement sans cicatrice avec un confort immense, presque un rapport confort, c'est un bénéfice élevé sur une série de beaucoup de procédures. Maintenant on est 20 ans et avec 95% presque de résultats esthétiques fonctionnels de qualité, le patient peut rentrer chez lui, le lendemain peut aller travailler. J'ai des patients qui sont allés travailler faire leur travail normalement.
Donc, Donc on peut rassurer aujourd'hui le grand public, d'après vous, et vos confrères, sur le fait que ceux que vous pourrez former demain, parce que je sais que vous lancez une école de formation, est-ce qu'on pourra, effectivement, on est très rassuré déjà parce que on a quand même le repérage par l'échographie, et toute cette discussion qu'il y a pu y avoir au niveau du risque de l'atteinte de la crosse. En 2 mots, en 2 secondes, parce que le grand public ne perçoit pas toujours ça, mais pour les professionnels, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Disons que chaque technique, il faut la connaître, il faut bien la maîtriser, il faut bien la faire. Et lorsque vous maîtrisez bien la technique, vous avez fait un certain nombre de techniques laser endoveineux, vous arriverez. Alors il y a différentes manières de le faire, de radiquer complètement. Moi, c'est le problème d'apprentissage de technique. Si vous maîtrisez bien la technique, vous faites bien repérer vos sous échographie, sous échodoplaire, les varices qui émanent de cette grande salle, s'appelle interne ou externe, et vous faites votre laser. C'est un confort pour le patient, il n'y a pas de récidive. Le problème, c'est les récidives. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui au grand public et aux professionnels et aux laboratoires et à tous ceux qui nous écoutent? Quels sont quelle est la technique, quel est le principe que lorsque vous utilisez le laser dans la veine? Qu'est-ce qui se produit? Pour que les gens comprennent bien. Ce qui se produit, c'est que vous éradiquez complètement le problème responsable des troubles fonctionnels et esthétiques des membres inférieurs. Et surtout, le bénéfice immense, c'est-à-dire le confort, c'est-à-dire en ambulatoire, c'est-à-dire le patient rentre chez lui l'heure qui suit après l'intervention, sans rien d'autre chose, non seulement le confort, mais aussi donc on fait un film autour de la sonde avec la prostatectomie stripping qu'on utilisait auparavant, et que il y a 35% quand même de récidives. Il y a 35% il y a des récidives inexpliquées, il y a des récidives où la technique est mal faite, il y a des récidives où même une technique bien faite, mais c'est quand même une mutilation par rapport aux techniques endovasculaires qu'on utilise actuellement. Eh bien, écoutez, Dr Mouli, il est rare que ça soit l'invité qui interroge le président d'une association, donc vous avez accepté de répondre à mes questions comme moi j'ai accepté de répondre aux vôtres. Et en fait, je pense que vous êtes à créer une nouvelle ère aujourd'hui dans le domaine vasculaire, une liberté de parole, et je souhaite, en mon nom personnel, vous féliciter, car si tous les cliniciens deviennent comme ça, on rassurera le grand public et certainement la médecine de demain. En ce qui me concerne, je vous remercie de votre invitation une fois de plus, Monsieur Mouli, et sachez que c'est toujours avec plaisir que je viens rencontrer toute votre équipe de journalistes, de personnes avec qui vous travaillez. C'est vraiment une ambiance formidable. L'ambiance petit déjeuner est super. Je vous remercie beaucoup de votre intervention, Edouard Leborgne. Je rappelle que vous êtes expert dans le domaine des dispositifs médicaux et des techniques en imagerie médicale. Je vous remercie d'avoir collaboré avec nous et on termine la vidéo. Je vous remercie. Écoutez, je suis surtout expert technique, mais l'expertise, vous savez, c'est avant tout de connaître son travail et de bien le faire. En tout cas, toutes les personnes sont des experts à partir du moment où les gens connaissent bien leur travail. Je vous remercie, Dr Mouli, à bientôt. À bientôt.